Donc, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la session est ouverte? Donc, on va enchaîner par donc, la déshydratation. Juste avant, donc, il y a eu une question qui m'a été posée. Donc, je vous fais partager donc, la question. Donc, est-ce qu'il y a possibilité d'infection bactérienne lors d'une diarrhée virale? Et il y a possibilité donc, d'infection secondaire parfois. Donc, là, mais généralement, donc, c'est rare. Hein. C'est-à-dire donc, quand on a une diarrhée donc, virale, donc déjà que l'évolution, donc elle est très courte, donc c'est 2 à 4 jours. Et essentiellement, donc c'est les 2 premiers jours, les 24 à 48 heures premières, donc où on a un maximum donc, là, de diarrhée, où il y a le maximum de risque donc, là, de déshydratation. Mais généralement, donc, là, si c'est bactérien, c'est dès le départ bactérien avec un tableau clinique vraiment qui est très sévère, avec une altération de l'état général, avec une fièvre très élevée, un état de sepsis. Donc, sévère et généralement chez des enfants qui sont donc, jeunes ou bien sur des terrains particuliers, comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire des patients immunodéprimés ou qui sont dénutris ou qui sont porteurs donc, pathologies, euh, de pathologies donc, sous-jacentes, cardiaques ou rénales ou autres. Voilà. Euh, Après, bien sûr, donc, si on n'a pas la possibilité de répondre à toutes les questions, je pense qu'il est question qu'il y ait une révision à partir, je pense, du 16 août et qui se fera peut-être sous forme de TD, où on aura l'occasion d'aborder, enfin, en tout cas, la majorité des questions qui peuvent se poser à ce moment-là. Bon, il ne vous empêche pas de poser des questions si on a l'occasion ou le temps d'y répondre. Voilà. Est-ce qu'on peut enchaîner? On poursuit la déshydratation. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ok, donc on va voir donc la déshydratation. Donc vous l'aurez compris, donc la déshydratation, c'est euh, la complication donc la principale de la diarrhée donc la aiguë. Donc là, lorsqu'on a une diarrhée donc là, chez un nourrisson, c'est-à-dire âgé de moins de 2 ans, surtout moins de 2 ans, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque de déshydratation chez les plus âgés, mais du fait donc, de la composition corporelle de ces enfants-là, le fait euh, de la teneur donc, en eau de l'organisme chez ces enfants-là. Donc, une perte donc, importante peut entraîner donc, une déshydratation assez rapidement. Et cette déshydratation peut être à l'origine d'une mortalité, donc qui n'est pas négligeable. D'accord. C'est pour ça donc là, quand on a de la diarrhée, donc la préoccupation principale c'est ce risque-là donc de déshydratation. Donc, de point de vue physiopathologique, donc c'est un état d'équilibre. Donc, les premiers mois de vie, comme je vous l'ai dit, donc là, le pourcentage d'eau totale est augmenté, donc il est importante. L'eau qui est contenue dans le plasma, dans les cellules, donc est beaucoup plus important que chez un enfant un peu plus âgé. Donc, il y a tout déséquilibre, c'est-à-dire lorsque vous avez donc des sorties qui sont beaucoup plus importantes par rapport donc, aux entrées. Donc là, se crée donc un déséquilibre. Donc, c'est à ce moment-là que la déshydratation donc, là, apparaît. Donc, on a plusieurs types donc, là, de déshydratation en fonction donc, là, des pertes, du type donc, là, des pertes donc, qui sont observées. On a des déshydratations qui sont dites isonatrémiques ou isonatrémiques, c'est-à-dire donc, lorsqu'on fait un ionogramme donc, là, sanguin, donc, là, la natrémie, donc, la teneur en sodium donc, là, du plasma donc, est normale, c'est-à-dire elle reste dans les normes qui est entre 135 et 145 donc, mètres par litre. Et dans ce cas-là, c'est lorsque ça survient lorsque les pertes sont également isotoniques, c'est-à-dire que l'eau qui est perdue contient en proportion égale en sodium que le plasma. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de mouvement d'eau, il n'y a pas de mouvement donc, de sodium et d'eau entre le compartiment entre donc, le plasma et la cellule. Et la seule conséquence qui peut s'observer, c'est ce qu'on appelle une insuffisance rénale fonctionnelle, c'est-à-dire une hypoperfusion. Donc vous avez donc un faible débit donc, sanguin
et notamment au niveau rénal, lorsque il y a un faible débit sanguin, eh ben, le rein se met en insuffisance donc, rénale, mais c'est une insuffisance rénale fonctionnelle qui est réversible lors de la réhydratation. Les déshydratations donc, hyponatrémiques s'observent lorsque les pertes sont hypertoniques, c'est-à-dire que lorsque l'eau qui est perdue contient beaucoup de sodium, c'est-à-dire que les pertes sont très concentrées, sont hypernatrémiques. Donc il y a beaucoup de sodium qui est perdu, il y a beaucoup de sel donc, là, qui est perdu. Donc, là, et dans ce cas-là, le sodium qui reste dans le plasma est en concentration faible par rapport à sa teneur donc, dans la cellule. Et par mouvement d'eau, vous connaissez bien sûr que là, il y a un passage du milieu donc, le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Et c'est ce qui crée une déshydratation extracellulaire, c'est-à-dire donc, avec un collapsus donc, du vaisseau. Par contre, une hyperhydratation donc, la cellulaire, puisque l'eau est passée dans la cellule. Et enfin, donc, la dernière type de déshydratation qui est la déshydratation hypernatrémique. Dans ce cas-là, les pertes sont hypotoniques, c'est-à-dire que l'eau qui est perdue contient peu de sodium, peu de sel, et ce qui fait que dans le plasma donc, le sodium va être très concentré, et ce qui entraîne donc, le phénomène inverse, c'est-à-dire la sortie de l'eau de la cellule vers, le vaisseau, ce qui entraîne donc, une déshydratation intracellulaire. Voilà. Dans ce cas-là, donc, on va trouver donc, lorsqu'on fait un ionogramme de gras sanguin, on va constater que le sodium donc, est très élevé. Donc, comment reconnaît-on donc, cette déshydratation? Donc, cliniquement, donc, ça permet donc, de distinguer parfois donc, la déshydratation extracellulaire de la déshydratation intracellulaire, mais en pratique, généralement, on ne fait pas cette distinction-là. Donc, on ne fait pas de distinction principalement entre l'extra et l'intracellulaire. On recherche globalement tous ces signaux-là chez l'enfant. Si on a un ou plusieurs de ces signaux-là, cela signifie que l'enfant est déshydraté. Donc, ça peut être donc, ce qu'on appelle le pli cutané. Donc, on recherche donc, par le plissement donc, de la peau au niveau donc, de l'abdomen. Donc là, une perte d'élasticité de la peau et se crée donc, ce qu'on appelle un pli cutané. La fontanelle antérieure donc, là, qui est donc, la déprimée également. Donc, vous savez donc la rechercher, donc la fontanelle antérieure. Donc, quand vous la palpez, donc, tant qu'elle ne s'est pas refermée, donc tant que l'enfant est jeune, donc tant qu'il n'a pas 18 mois, donc on peut palper donc, la fontanelle antérieure. Donc, c'est un bon signe. Donc, quand elle est déprimée, ça peut orienter vers la déshydratation. Donc, vous avez peut-être je ne sais pas si vous avez fait encore donc, la méningite, ou lorsqu'on a donc, un cas de méningite donc, chez les nourrissons, à l'inverse, donc, la fontanelle peut être bombante. Là, dans la déshydratation, elle est déprimée. Donc, vous avez donc une mauvaise donc, un trouble de l'hémodynamique avec des TRC, un temps de recoloration cutanée qui est allongé. L'enfant peut exprimer de la soif ou des pleurs lorsqu'il n'est pas en âge d'exprimer sa plainte. Donc, vous avez une sécheresse donc, dans la muqueuse donc, la jugale, c'est-à-dire à l'intérieur de la bouche. Donc, quand vous introduisez donc, le doigt, sur les joues, donc vous voyez qu'il y a peu de salive. Donc, il n'y a pas de larmes lorsque l'enfant pleure, donc il y a peu de larmes. Et vous avez une hypotonie, vous avez des globes oculaires qui sont enfoncés dans les orbites. Voilà. Et l'enfant peut être également somnolent ou irritable. À côté donc, de ces signes cliniques-là, on peut également attester d'un état de déshydratation devant la perte de poids. Donc, puisque donc, on a dit que dans la composition corporelle de l'enfant, donc des jeunes enfants donc, nourrissants, donc, la proportion en eau donc, est importante, au point qu'une toute perte d'eau entraîne une perte de poids automatiquement. Donc, si on a une perte de poids qui est significative, donc cela peut attester d'un état de déshydratation. Le problème, c'est que pour attester de cette perte de poids, il faut qu'on ait connaissance d'un poids récent de l'enfant. Il faut que l'enfant ait été pesé dans la semaine ou dans les quelques jours précédents, qu'on puisse soustraire entre le poids actuel et le poids et l'ancien poids pour qu'on puisse attester de cette perte de poids. Il faut aussi que cette pesée ait été faite avec la même balance. Mais là, on ne va pas jusqu'à ces précisions-là. Si on a un poids récent, même s'il n'a pas été pesé avec la même balance, donc l'essentiel, ça permet d'avoir une idée sur la perte de poids potentielle. Et ça permet aussi, donc vous allez le voir, également de classer donc, la sévérité de la déshydratation. Je vérifie juste que vous avez toujours la connexion. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Vous avez toujours la connexion? Vous avez le son et les diapos? Oui. Pour qu'on puisse poursuivre, oui, d'accord, OK.
Je veux juste vous alerter sur certains pièges diagnostiques qu'on peut rencontrer en pratique, qui ne sont pas souvent précisés donc, là, dans les livres, dans les ouvrages, dans la littérature. Sachez que le pli cutané, par exemple, on ne va pas attendre que l'enfant ait ce pli cutané euh, pour vraiment confirmer la déshydratation. Pourquoi? Parce que ce pli cutané, c'est le dernier signe qui apparaît. Et si on a un pli de cutané donc, là, qui est présent, qui est objectivé, ça veut dire que la déshydratation est très sévère et qu'on est à un stade déjà très avancé. D'accord? Donc, n'attendez pas qu'il y ait ce pli cutané. Si vous l'avez, donc ça veut dire que c'est bon, l'enfant est forcément donc, la déshydraté et qu'il est sévèrement déshydraté. Mais si vous n'avez pas encore de pli cutané, essayez de juger sur les autres signes, sur la sécheresse des muqueuses, au niveau donc les larmes, donc la muqueuse donc, au niveau de la bouche, la fontanelle antérieure, donc l'état général de l'enfant, la perte de poids. Tous ces autres paramètres sont également utiles pour juger de l'état d'hydratation. Mais n'attendez pas qu'il y ait de pli cutané. Donc la perte de poids également peut être faussée. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que la perte de poids parfois donc, peut poser problème. Et peut être faussée par ce qu'on appelle un troisième secteur. Donc si vous avez donc, par exemple il y a des troubles électrolytiques, donc hydroélectrolytiques notamment donc, de l'hypokaliémie. Et l'hypokaliémie peut donner un iléus paralytique donc avec une occlusion. Et lorsqu'il y a donc une occlusion, il peut y avoir de l'eau, un volume liquidien qui est emprisonné et qui stagne dans la lumière donc, intestinale. Et tant que cette eau n'a pas été éliminée par les selles, elle pourra être comptabilisée lors de la pesée. C'est-à-dire quand on pèse l'enfant, on a l'impression que l'enfant n'a pas perdu du poids, mais en fait, l'eau a été perdue, mais elle stagne dans les lumières intestinales. Tant qu'elle n'a pas été éliminée, et ça peut atteindre jusqu'à un demi-litre, jusqu'à 700 millilitres. Et dès que l'enfant élimine cette eau par les selles, brutalement, par une débâcle la diarrhéique, et l'enfant tout de suite se met, la déshydratation se démasque tout de suite. Donc ça, c'est aussi un des pièges auxquels il faut être attentif. Également, la fréquence des selles. Si vous avez, si l'enfant, même si l'enfant n'a pas de signe de déshydratation, mais que ses parents vous disent que c'est impressionnant, le débit de sel et la fréquence des selles, elle est impressionnante, c'est-à-dire qu'il fait plus d'une selle par heure, donc il peut faire 2 selles liquides dans l'heure qui suit. Là, il faut craindre la déshydratation, donc elle peut survenir à tout moment. Donc là, le réflexe serait de garder l'enfant en observation parce que le risque de déshydratation est potentiel. Également, se méfier des consultations nocturnes, les consultations qui se font à une heure tardive de la nuit. Donc, lorsque l'enfant vient aux urgences au-delà de 21h, 22h, 23h, même si l'enfant n'est pas déshydraté, même si il est plutôt rassurant, son état est plutôt rassurant, si c'est un jeune nourrisson, vaut mieux, par précaution, vaut mieux le garder à l'hôpital. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, lorsqu'ils retournent chez eux, il se pourrait qu'ils ne soient pas vraiment surveillés par les parents. Donc c'est la nuit, les parents sont parfois fatigués, l'enfant était malade toute la journée, les parents peuvent être fatigués du fait de cette surveillance et peuvent ne pas être très attentifs au débit de sel durant toute la nuit. Donc l'enfant on va l'installer dans son lit. Les parents vont parfois la dormir, ils ne s'aperçoivent pas de l'importance des selles et du débit de sel durant toute la nuit. Et souvent, l'enfant est ramené au petit matin avec un état grave, dans un état de choc ou en état de déshydratation très sévère. Donc, vaut mieux dans ces cas-là garder l'enfant en observation toute la nuit. Il y a des médecins qui peuvent le surveiller, donc même si les parents sont fatigués, c'est plus prudent pour ne pas passer à côté de cette complication-là. Voilà, c'est des cas qui sont réels, qu'on peut observer en pratique réellement. Sinon, quand on a un état de déshydratation, tout enfant qui vient et qui a de la diarrhée, il a de la diarrhée, je vous l'ai dit, le premier réflexe, c'est de vérifier est-ce que c'est un enfant à risque de déshydratation. Donc, bien sûr, il faut vérifier s'il est déjà déshydraté, est-ce qu'il a déjà des signes de déshydratation. S'il a des signes de déshydratation, là, pratiquement, souvent, on décide de l'hospitalisation ou à minima, ne serait-ce qu'une mise en observation en hôpital de jour.
Si l'enfant n'a pas de signe patent de déshydratation, il faudra vérifier s'il n'est pas à risque de déshydratation, c'est-à-dire s'il n'y a pas des facteurs de risque, notamment l'âge, le jeune âge, donc l'âge de l'enfant, s'il n'y a pas donc, de terrain particulier, d'antécédents, notamment de prématurité, retard de croissance, de pathologie sous-jacente. Vérifier le débit de sel, comme je vous l'ai expliqué, s'il y a un débit important de sel, plus de 8 sels par jour ou plus donc, du sel donc, là, par heure, donc c'est important. Vérifier également si les parents, est-ce qu'ils connaissent donc, les sels de réhydratation orale, est-ce qu'ils ont tenter d'administrer de ces sels de réhydratation orale à cet enfant-là ou pas? Est-ce que l'enfant les a acceptés ou pas? Donc, telles sont donc les principales questions qui doivent se poser dès qu'on réceptionne, donc dès qu'on reçoit donc, un enfant qui a de la diarrhée. Après, si l'enfant est déshydraté également, qu'il est là, il faudrait bien sûr vérifier la sévérité de la déshydratation. Parmi donc, les signes de gravité de la déshydratation, c'est l'état de choc. Donc, si l'enfant est déjà en état de choc, c'est que l'enfant est sévèrement déshydraté. Et les signes de choc, certains d'entre vous les connaissent. C'est bien sûr l'allongement du TRC, c'est les marbrures, les extrémités froides, donc la tachycardie, donc la polypnée, donc l'aigurie. Donc là, c'est un enfant qui urine un peu. Donc là, sa couche, mis à part donc la diarrhée, donc elle est mouillée plus par la diarrhée que par les urines. Il y a des troubles de la conscience et puis à un stade tardif, on peut avoir de l'hypotension artérielle. Donc là, on est dans une situation de choc, vraiment donc de réanimation. L'état est vraisemblablement grave. Sinon, donc, la sévérité de la déshydratation, elle s'apprécie par rapport, bien sûr, donc, à l'existence ou non de signes de choc, mais ça peut également s'apprécier par rapport à la pourcentage de perte pondérale. Donc, si on a la chance d'avoir un poids récent qui a été pesé, donc qui a été mesuré donc, là, récemment, donc, et on peut faire la soustraction, c'est-à-dire on soustrait donc, l'ancien poids du poids actuel, d'accord? Donc, ça permet donc, d'apprécier donc, le pourcentage de perte pondérale. Donc, là, ce pourcentage de perte pondérale, comment on le calcule? Donc, là, simple, donc on prend l'ancien poids moins le poids actuel sur l'ancien poids. Donc, si vous avez, donc, si l'enfant avait pesé donc, dans la semaine qui précède, par exemple, s'il a pesé donc, 6 kg 500, par exemple, on prend un nourrisson qui a pesé 6 kg 500, si au moment de la consultation, l'enfant pèse 6 kilos, c'est-à-dire qu'il a perdu 500 grammes, donc il a perdu un demi-kilo. Donc on soustrait donc 6 kg 500 de 6 kilos, on obtient 500 grammes. Donc les 500 grammes, donc on divise par l'ancien poids, c'est-à-dire 6 kg 500. Donc toujours quand vous divisez les grammes par gramme ou bien les kilos par kilo. Donc c'est-à-dire soit 500 divisé par 6500, soit 0,5 divisé par 6,5. Vous obtenez un certain pourcentage et c'est le pourcentage de perte pondérale. Donc Docteur, est-ce que vous pouvez répéter cette dernière partie? Oui, donc là, là je ne vous l'ai pas mis sur la diapo, mais pour calculer donc, le pourcentage de perte pondérale, donc, il suffit donc, là, de faire de calculer donc, la différence entre un poids récent, c'est-à-dire donc vous demandez à la maman est-ce que votre enfant a été pesé les quelques jours ou bien la semaine précédente, c'est-à-dire soit que l'enfant a consulté chez un médecin, qu'il soit en privé ou bien à l'hôpital, soit qu'il est passé en PMI et c'est à cette occasion-là, l'enfant, on mesure son poids. Donc on prend son poids, on l'inscrit sur le carnet de santé. Donc vous vérifiez sur le carnet de santé ou bien vous demandez à la maman. Donc si elle vous dit oui, j'ai un poids récent, il ne faut pas que le poids soit très ancien. Hein. Il ne faut pas qu'il date d'il y a un mois ou bien plus que ça. Hein. Il faut qu'il ait été pris dans la semaine ou bien dans les quelques jours qui précèdent. Parce que l'enfant est grandi, donc ce n'est pas très objectif après. D'accord? Donc on prend ce poids-là de référence, puis on pèse l'enfant au moment de la consultation, à ce moment-là, et on soustrait donc l'ancien poids et le poids actuel. Par exemple, je vous ai donné donc un exemple, 6 kg par exemple, il avait mesuré 6 kg 500 dans la semaine qui a précédé, et actuellement, vous le pesez, vous trouvez qu'il a 6 kg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a perdu un demi-kilo, il a perdu 500 grammes, d'accord? Ces 500 grammes, on les divise par l'ancien poids, par le poids de référence qui est de 6 kg 500. Donc, essayez de calculer, donc si
Si j'essaie donc de calculer donc, de mon côté, d'accord? Donc on prend donc la 500 divisé par 6500, donc on obtient 0,07. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes exercé à faire ça. Donc 0,07, ça veut dire, on multiplie par 100, ça veut dire 7 pour, ça veut dire, on multiplie par 100, voilà, on a 7%. Donc ça veut dire 7%, voilà, 7% de perte de poids. D'accord? Donc on serait ici dans une déshydratation modérée, d'accord, légère à modérée. D'accord, vous avez compris. Donc on essaiera de faire, on fera des TD sur ça si on a l'occasion à la reprise la mi-août. D'accord? Voilà. Mais en pratique, généralement en pratique, on a peu d'informations sur le poids, sur un poids récent. On a souvent le poids récent manque souvent. On n'arrive pas à obtenir donc un poids récent. Donc la raison pour laquelle ce calcul-là, on le fait très rarement. D'accord? Voilà. Donc ça juste pour que vous sachiez. D'accord? Aussi, donc, pour répondre donc, à une question, donc, une des questions des participants, est-ce que les signes de choc précoces euh, orienterait plus vers une déshydratation hyponatrémique. Pas nécessairement, pas nécessairement. Les signes de choc se voient dans un stade tardif. Donc après, donc les troubles hydroélectrolytiques, on ne peut pas savoir donc, si à l'origine ça peut être hyponatrémique ou pas. Donc, après, on fait bien sûr systématiquement un bilan. Donc le principal donc, la prise en charge doit être de lever le choc, c'est-à-dire donc un remplissage, donc il faut perfuser donc l'enfant rapidement, et à l'occasion on pourra bien sûr pré prescrire donc un bilan dans ce sens, un ionogramme de classe sanguin notamment. Voilà, donc on enchaîne pour ne pas trop empiéter donc, là, sur le temps. Donc la prise en charge, donc déjà donc, la première question qui se pose, faut-il hospitaliser cet enfant ou pas? D'accord? Donc là, les critères d'hospitalisation sont évidents. Si vous avez un état de choc, donc forcément, donc, là, vous êtes obligé d'hospitaliser l'enfant. Donc là, déjà, donc, même la prise en charge commence déjà généralement en salle de déchocage au niveau des urgences, déjà, par la pose du voie d'abord, donc la veineuse. Si l'enfant a une déshydratation sévère, si vous calculez donc la perte de poids, vous constatez qu'il a perdu plus de 10% du poids du corps, et parfois, sans même donc, calculer donc, la perte de poids, on voit bien que les signes donc, de déshydratation sont patents, c'est-à-dire sont évidents. D'accord, vous avez le pli cutané, vous avez l'enfant qui est vraiment léthargique, complètement hypotonique. Si vous avez en plus donc, des signes neurologiques, voilà, parce que parfois donc, dans certaines déshydratations, on a également de l'œdème cérébral, donc, et avec des convulsions. Les convulsions peuvent être dues à cette déshydratation, c'est-à-dire de l'œdème cérébral, mais ça peut être dû également aux troubles électrolytiques, donc à l'hyponatrémie, à l'hypernatrémie aussi, surtout à l'hypernatrémie, d'accord. Si vous avez des vomissements réfractaires, que l'enfant n'accepte rien par la bouche, c'est-à-dire qu'il est impossible de lui administrer des SRO, donc là aussi il faut hospitaliser. Mais si vous suspectez une situation chirurgicale, vous avez un abdomen chirurgical, vous avez un abdomen qui est ballonné, avec des vomissements parfois bilieux, vous n'êtes pas, savez pas ce que vous êtes devant un tableau d'occlusion ou pas, donc là aussi, donc, il vaut mieux donc, hospitaliser l'enfant. Voilà. Pour répondre à une question de vos collègues, donc, si on ne connaît pas un poids, un ancien poids, un poids ultérieur, donc on ne pourra pas donc, apprécier, donc, calculer avec précision le degré de déshydratation. Hein. C'est clair, hein, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez donc, un poids de référence pour pouvoir calculer. Sinon, donc, comme je vous l'ai dit, en pratique, cette donnée est manquante et on ne s'appuie pas trop sur ça pour évaluer la sévérité. On voit si l'enfant est en état de choc ou s'il y a vraiment des signes patents de déshydratation. Là, ça suffit pour attester que la déshydratation donc, est sévère. Hein. Donc, sinon, donc, la réhydratation, donc, pour enchaîner, donc, se fait par plusieurs voies possibles. Donc, vous avez donc, la voie orale. Donc, on administre, donc l'enfant prend par la bouche ce qu'on appelle les sels de réhydratation orale. Hein. Donc, vous avez donc la composition de ces sels de réhydratation orale, c'est des sachets. C'est des sachets qui s'achètent en pharmacie. Donc, leur composition a évolué donc, là, avec le temps. Hein. Donc, l'ancienne composition de l'OMS était très hyperosmolaire, avec donc, notamment une teneur en sodium qui est très élevée. Et on est passé à des teneurs beaucoup plus faibles en sodium. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, là, l'OMS avait élaboré ces sels de réhydratation orale pour faire face donc, aux épidémies de choléra. La particularité du choléra, c'est qu'il y a une perte de sodium importante.
D'accord. Donc, quand on a une perte de sodium importante, c'est la raison pour laquelle l'OMS a élaboré ces selles de réhydratation pour faire face aux épidémies de choléra en Afrique. Mais maintenant, elles ne sont plus adaptées aux épidémies de gastroentérite banale, donc virale, donc, où la perte de sodium n'est pas aussi importante. Donc, on est revenu donc, à des solutions de cette réhydratation orale qui ont une osmolarité beaucoup plus faible. Hein. D'accord, c'est celles qui se vendent donc, là, sur le marché actuellement. La voie orale, la réhydratation par voie orale ne doit reposer uniquement que sur les sels de réhydratation orale. Pas d'eau pure et pas d'autres boissons, pas de type Coca-Cola. Donc il y a des idées reçues là euh, dans certaines familles ou chez certains praticiens où du Coca-Cola pourrait traiter donc la déshydratation ou de l'eau de riz. Donc là, toutes ces fausses croyances, donc il faudra donc toutes les balayer. Donc il y a uniquement des sels de réhydratation qui sont efficaces pour réhydrater donc l'enfant. Donc actuellement, il faut juste que vous soyez attentifs. Donc il y a l'ancienne préparation de sel de réhydratation qui se dissout dans 1 litre d'eau. Actuellement, les nouvelles préparations les nouveaux sachets se dissous dans 200 millilitres uniquement. C'est-à-dire vous remplissez donc le biberon jusqu'à 200 millilitres, donc avec de l'eau minérale ou bien de l'eau du robinet qui est bouillie et refroidie, et vous mélangez, vous faites dissoudre donc, le sachet qui est déjà prêt à l'emploi, d'accord. Et vous administrez donc à l'enfant ces sels de réhydratation, peu importe donc le moyen. L'essentiel, c'est qu'ils prennent ces sels de réhydratation. Ça peut être dans le biberon, ça peut être avec des petites gorgées, la petite cuillère, à la tasse. Donc l'essentiel, chaque maman connaît donc son enfant et connaît le meilleur moyen donc, de lui administrer donc, ces sels de réhydratation. Donc, la quantité à donner, c'est 10 millilitres par kilo après chaque sel liquide. C'est-à-dire à chaque fois que l'enfant fait une selle liquide, fait une diarrhée, vous lui donnez 10 millilitres par kilo. S'il pèse 5 kilos, ça sera 50 millilitres. S'il pèse 7 kilos, ça sera 70 millilitres et ainsi de suite. Mais on dit communément, il faut donner à boire abondamment à l'enfant tant qu'il l'accepte, tant qu'il prend. N'hésitez pas à donner donc, les sels de réhydratation, quelle que soit la quantité. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, l'essentiel, c'est de tout de suite donc, le réhydrater. D'accord. Voilà. Il faudra donc la surveiller. Donc, là, surveiller l'état de conscience, s'il a émis ses urines ou pas. Voilà, si les parents donc, ont un PSBB, donc de peser l'enfant, voir s'il reprend du poids. S'il reprend du poids, c'est qu'il se réhydrate. Voilà. Et puis, dès qu'il y a le moindre donc, inquiétude, ne pas hésiter donc, à consulter à l'hôpital. La réhydratation orale peut être également parfois, les sels de réhydratation peuvent également administrer par sonde nasogastrique, c'est-à-dire donc on fait introduire donc une sonde par le nez qu'on fait parvenir jusqu'au niveau de l'estomac et on administre des sels de réhydratation par ce moyen-là. Cette voie est possible lorsque par exemple l'enfant a une déshydratation sévère et qu'on ne peut pas dans un premier temps prendre une voie d'abord veineuse à ce moment-là. C'est-à-dire que l'enfant, vous savez, quand une déshydratation est sévère, on a un collapsus, donc les veines sont un peu collabées les infirmiers prennent difficilement donc, la voie d'abord, donc il est difficile à piquer l'enfant. Donc, et dans un premier temps, on pourra utiliser donc, cette voie, donc la sonde nasogastrique. Si l'enfant, par exemple, n'accepte pas les SRO par la bouche ou qu'il les vomisse, donc administrer donc, abondamment les sels de réhydratation, le temps que les veines soient plus turgescentes et que ça permet donc un meilleur apport veineux par la suite. La voie veineuse, donc, elle sera bien sûr indiquée d'emblée si l'enfant est en état de choc ou s'il a des déshydratation sévère, puisque là, il s'agira de réhydrater par voie intraveineuse. Donc, la réhydratation intraveineuse, donc, on utilise donc, un schéma en particulier. Vous l'avez ici. Vous pourrez bien sûr avoir accès sur la plateforme, donc e-learning, pour avoir accès bien sûr au polycopier. Je ne sais pas si vous avez donc, accès. Donc, normalement, vous avez accès à la plateforme e-learning. Vous avez donc les polycopiers et tout est précisé sur le polycopier. Vous avez ce schéma-là de réhydratation veineuse. Juste, je vous explique donc ce schéma. Il consiste donc, à restaurer donc, les pertes, ce que l'enfant a perdu. Donc, vous avez donc les pertes antérieures. Donc,
des pertes que l'enfant a perdues en eau et en électrolytes et qui a conduit à cet état de déshydratation, on va le corriger en deux phases. On va donner la moitié durant cette phase-là, les 2 premières heures, et puis l'autre moitié, elle sera donnée entre H2 et H6. D'accord? Donc H0, H2, puis H2 et H6. Donc 50, on a mis 50 millilitres par kilo et 50 millilitres par kilo. Quand on additionne les deux, on obtient 100 millilitres par kilo. D'accord? 100 millilitres par kilo, ça a été décidé comment? C'est sur la base d'une perte de poids de 10%. D'accord? C'est-à-dire, comme souvent, on ne peut pas avoir une perte de poids précise, donc on suppose que la perte de poids, à partir du moment où on a décidé de réhydrater l'enfant, cela suppose qu'il a au moins 10% de perte de poids. Donc là, grossièrement, on dit il a 10% de perte de poids, forcément. Et là, on va corriger en donnant 100 millilitres par kilo. C'est-à-dire 100 millilitres par kilo corrige une perte de 10%. D'accord? Et ces 100 millilitres par kilo, quand on la divise, ça nous donne 50 et 50. Donc là, juste on utilise donc du sérum salé. Et durant cette phase-là, on utilise ce qu'on appelle un soluté spécial, SRO, dont vous avez la composition ici. D'accord? Vous avez 50 ml par kilo durant cette phase-là et 100 ml par kilo durant la phase qui suit pour compléter les 24 heures. Et là, ça consiste à donner les besoins d'entretien. C'est les besoins de base, les besoins hydriques de base. C'est-à-dire que chaque enfant a des besoins en eau particuliers qui sont estimés à 100 ml par kilo, auquel on peut rajouter également les sels de réhydratation en complément si l'enfant continue à avoir de la diarrhée. C'est-à-dire à chaque fois qu'il fait de la diarrhée, de la même manière qu'on fait à domicile, on continue à donner donc les SR. Si en faisant un ionogramme sanguin et qu'on s'aperçoit que la dyshydratation est hyponatrémique, là on corrigera donc la natrémie en faisant donc cette formule-là, d'accord? On utilise donc cette formule-là pour calculer donc ce qu'on rajoute en natrémie. Donc dans ce cas-là, on va la rajouter durant la deuxième phase, donc